Salut les sérivores et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité pour ce premier épisode officiel de présentation de série. Et on va commencer par une série, vous l'avez vu dans le titre, qui me tenait à cœur de mettre en première position. J'ai nommé Clémentine, qui a déjà été très rapidement survolée par le jour du grenier. Alors pourquoi Clémentine? Tout simplement parce que cette série est la série qui m'a donné l'envie d'aller chercher des génériques dans un premier temps, de partager ces génériques, parce que j'ai trouvé le générique par hasard il y a plus de 10 ans, il y a presque 15 ans même, sur YouTube, et les émotions que ça m'a donné, j'ai eu envie de les partager et de les faire ressortir à d'autres. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un blog? À l'époque, c'était la mode. Ce que j'ai fait, vous retrouverez d'ailleurs le lien en description, j'ai fait un blog qui comporte aujourd'hui, parce qu'il est toujours actif, plus d'1 millier de génériques, de séries, de dessins animés, d'animés et même d'émissions d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, comme c'est ce dessin animé, quelle que soit sa valeur, je veux dire sa qualité, qui m'a fait commencer ma collection Itaigu, je me suis dit, ce serait justice à lui rendre que de lui donner la place d'honneur, la place de l'épisode pilote, si vous voulez, la place du premier épisode de cette saga qui, j'espère, durera bien longtemps. Trêve de bavardage, passons directement dans le vif du sujet. Alors je sais, c'est pas spécialement la série la plus palpitante, parce que d'une part, la plupart des gens avec qui j'en ai parlé ne s'en souviennent pas, tout simplement, et d'autre part, le jour du grenier a, malgré un faible survol, a bien cerné la chose. Mais j'ai encore 2-3 choses à dire sur le sujet. Alors on parle quand même d'une série franco-japonaise de 1985. Alors franco-japonaise, étrangement, tous les noms que j'ai vus dans les crédits sont plutôt français et j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, voire pas du tout, sur le côté japonais de la série. Mais à l'époque, c'était assez courant d'avoir des coproductions. Il y a en tout 39 épisodes, donc on en a assez vite fait le tour. Et comme souvent pour l'époque, chaque épisode fait environ 22 minutes. Par contre, chose moins courante pour l'époque, on n'est plus dans des épisodes one-shot, un peu à la Donjons et Dragons, où chaque épisode raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin, et qu'il n'y a pas de suite, c'est vraiment logique. On n'est pas non plus dans une série style Les Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball, où il y a une longue suite d'épisodes, bien qu'il y ait un fil rouge quand même, on y reviendra quand je ferai le résumé de la série, mais on est plutôt sur quelque chose découpé en petites séries de généralement 2-3 épisodes, sauf pour le début, qui lui se divise en 5 épisodes, pour faire vraiment le tour de la première histoire, cette histoire qui va tout mettre en place. Sur le papier, cette série, qui par son générique peut rappeler les plus nostalgiques, c'est une série qui partait bien, qui partait sous des bons auspices, parce que c'est quand même une série dont le générique a été fait par Antoine Decaune, sous le pseudonyme de Paul Persavon. Il en a fait quelques-uns comme ça, comme par exemple Cobra, Xor, Lady Oscar, voilà, il en a fait pas mal. Au niveau du chant, on retrouve Marie Dauphin. Alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis générique de Bibi Phoque, là tout de suite ça vous parle un peu plus. Et aux voix, mes amis, aux voix, on a des gens avec un talent qui est connu et reconnu au fil des séries, des films. On a, je ne peux pas faire autrement que de le citer en premier, Roger Carrel qui fait le narrateur au début de la série, pas toute la série, et qui va aussi faire la voix de certains personnages. Alors, Roger Carrel, il est connu pour les voix d'Astérix, de Winnie l'ourson, de Jiminy Cricket. Dans Winnie, il a aussi fait Coco Lapin, il a fait Porcinet, il a fait énormément de voix. Il a fait K dans le livre de Jajinx, c'est lui qui a fait la voix aussi de C3PO. Donc il a fait vraiment, vraiment beaucoup de voix. C'est quelqu'un de très connu dans le domaine des comédiens de doublage. Et c'est quelqu'un que j'admire, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. On retrouve également à ses côtés Céline Monsara. Alors Céline Monsara, c'est aussi un nom qui, si vous connaissez un peu les comédiens de doublage francophones, doit allumer un petit drapeau dans votre tête, puisque c'est elle qui fait notamment la voix de la Schtroumpfette, qui fait aussi la voix de Bulma dans Dragon Ball, et qui fait Gigi dans la série du même nom. Gigi qui, comme le jour du grenier en a déjà parlé,
fait un gros bisou à un camion à la fin de la série et puis revient comme si de rien n'était. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, puisqu'ici on n'est pas pour Gigi, on est là pour Clémentine. Aux côtés de Céline et de Roger, on retrouve également une certaine Evelyne Selena. Alors Evelyne Selena, c'est un nom que même moi, qui aime bien faire des recherches sur les comédiens de doublage, ça ne me disait rien. Et pourtant, elle a fait la voix dépressive au possible de Shirka, l'ordinateur de bord dans Ulysse 31. Elle a fait également la voix de Emily Stillhardt dans l'excellent Silverhawks. Et on la retrouve dans une série un peu plus potache, puisque c'est également elle qui double Milady de Winter dans la petite série comique Albert le cinquième mousquetaire. En plus de ces trois personnes-là, on a Francette Vernia, encore un nom qui ne m'est pas spécialement connu, et pourtant elle a prêté sa voix à Booba le petit ourson, à Tom Sawyer et à Paul le pêcheur, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et j'ai gardé, je vais pas dire le meilleur, mais en tout cas très grand pour la fin, Monsieur Patrick Poivet, Monsieur doubleur officiel de Bruce Willis, une voix qu'on a tous dans les oreilles, une voix très caractéristique. Il s'est également fait connaître pour ce qui est des dessins animés, en tant que riff-raff dans les entrechats, Napo dans cette horrible série que sont les Kangourous, ces kangourous basketteurs, ou la série assez moche Davy Crockett. Ce n'est que mon avis, toujours les séries dessins animés. Et là, je ne cite, sauf pour Roger Carrel, parce que lui, je le connais mieux que les autres, je ne cite que les dessins animés, mais toutes ces personnes ont aussi prêté leur voix à des personnages de séries filmées, de films, bref, c'est des voix qu'on a l'habitude d'entendre. Et on peut se dire qu'avec un casting de gens habitués comme ça, on va avoir quelque chose de qualité. Le problème, c'est que quand on a du caca au départ, on ne sait pas en faire autre chose que du caca. Au mieux, une statue au caca, mais c'est pas mieux. Donc avec un tel casting, même si on pouvait se dire à la base, la série doit être géniale, non? Eh ben non, pas du tout. La série est même très loin d'être géniale. Et on va voir ça ensemble. Pour commencer, quel est le pitch de base de cette série? Alors, on a Clémentine, une gamine d'une dizaine d'années. On se situe dans les années 1920. Donc Clémentine rencontre un directeur de cirque complètement exécrable, qui traite son personnel comme de la merde, qui laisse crever littéralement les animaux de son cirque dans leur cage. Et quand j'ai dit littéralement, je veux dire que dans le premier épisode, on va nous attacher à un jeune cabri dont on va espérer pendant tout l'épisode qu'il s'en sorte. Mais non, il meurt à la fin de l'épisode. On a même un enterrement, des larmes et tout ce qu'on veut. Donc dès le premier épisode, on vous pose les bases. Il va y avoir des morts et on va vous les montrer. Comme ça, c'est clair. Bref, le père de Clémentine, Alex, est pilote d'avion. Et lors d'une sortie avec sa fille, en copilote, elle a l'habitude de faire ça, un démon sorti de nulle part, on peut le dire, Malmoth, un démon de flamme, va apparaître pour causer un accident. Accident dans lequel la jeune Clémentine va perdre l'usage de ses jambes. Et toute la première saison, sur les deux qui composent la série, va être tout simplement la recherche donc d'Alex, donc du père de Clémentine, pour trouver un remède pour soigner sa fille. Alors j'ai dit, la première saison, c'est ça, et je vous ai dit qu'il y avait 2 saisons, parce que oui, là où ça devient intéressant, c'est que la série aurait pu s'arrêter après une saison. Mais avant d'y venir, un dernier détail, et non des moindres, si vous cherchez des résumés sur YouTube, si vous cherchez des résumés sur Internet, sur n'importe quel site, la plupart des choses que vous allez trouver vont dire que les aventures que vit Clémentine se passent dans ses rêves. Pour avoir revu la première saison, et en partie la deuxième, mais j'ai pas eu le courage de tout regarder, désolé, non, c'est pas dans ses rêves en fait. Ça se passe réellement. Alors, comment ça s'explique au niveau de l'histoire, sachant qu'elle va rencontrer des personnages qui n'ont pas réellement existé, comme Tom Sawyer par exemple, comme des personnages des Mille et une nuits, je pense notamment à Aladdin. Comment ça s'explique? Eh bien, ça ne s'explique pas. Le truc, c'est que Emera va apparaître à chaque début de série d'épisodes. Hein. Je vous ai dit, c'est environ 2 épisodes. Elle va faire voyager Clémentine par un moyen magique dans ce monde de contes où des gens vont essayer de la tuer, lui rendre l'usage de ses jambes.
faire parler et lui permettre de voler le chat Hélice. Ils ont été chercher très loin, qui dans le monde normal ne parle pas, ne vole pas, c'est un chat tout ce qu'il y a de plus banal, et qui dans ce monde de contes, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est pas les rêves, parle, vole, et les gens l'entendent, donc c'est pas juste Clémentine qui s'imagine. Non, il y a des épisodes où il s'adresse à d'autres personnes que Clémentine. Donc, pourquoi c'est pas dans les rêves? Simplement parce que dans la deuxième saison, le chat parle même dans le monde réel. Et c'est ce qui me fait dire qu'Emera, donc l'espèce de fée dans sa bulle, tout compte fait, elle n'est pas si gentille que ça. Imaginez la situation, Clémentine est handicapée, elle ne sent plus du tout ses jambes, tu as un être surnaturel qui vient lui dire « Coucou, on va vivre des aventures, pendant tes aventures, je te rends tes jambes. » Elle court, elle saute, elle vole, tout ce que vous voulez, et à la fin de l'aventure, coucou, l'aventure elle est finie, je te reprends tes jambes et tu retournes dans ta chaise roulante. En quoi elle est gentille en fait? Bref, première saison se termine sur quoi? Sur la fin de Malmotte. On a un épisode sur la guerre des grouillants. Donc les grouillants, ce sont les sbires de Malmotte qui étaient humains et qui, ayant échoué, et souvent sont morts à l'écran bien entendu, se retrouvent dans l'antre de Malmotte sous la forme d'espèces de larves avec leur tête humaine conservée qui sont vouées à vivre 1000 tourments pendant l'éternité. Mis à part cet épisode-là, on a donc une première saison où Malmotte est détruit et où Clémentine retrouve ses jambes. Donc on pourrait se dire, quand on voit ça, voilà, elle a ses jambes, le grand méchant est détruit, c'est fini, on est tranquille. Non, il y a une deuxième saison. Et cette deuxième saison, mes amis, comment expliquer? Déjà, commençons par ce qu'on trouve partout en ligne. Tout le monde vous le dira. La deuxième saison, déjà la première n'est pas terrible, mais alors la deuxième saison est encore plus moche que la première. Visuellement, on pourrait penser, si on ne connaît pas la série, que la deuxième saison c'est la première et inversement. Parce que la première est quand même un peu plus belle. Malgré tout, c'est pas terrible. Alors quand je dis pas terrible, vous me direz, oui, mais on était en 85, il faut penser à ce qui se faisait à l'époque, c'était pas toujours très beau. Non, c'est vrai, d'accord. Mais Cobra, il est sorti en 82. Sherlock Holmes, le dessin animé avec un générique mémorable avec des chiens, il est sorti en 81. En 84, pardon. Ulysse 31 est sorti en 81. Donc, on a des séries qui sont sorties avant Clémentine et qui sont mais 100 fois plus belles. Alors, vous me direz, oui, mais je cite des mangas et des animés japonais. Certes, mais merde. Là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et donc, tout le monde vous le dira, si vous cherchez en ligne, si vous en discutez, la deuxième saison est encore plus moche que la première, dès les premières images, où on se demande si on n'est pas passé en Corée du Sud pour l'animation. Je vous renvoie aux vidéos du Jour du Grenier, qui parlent de pas mal de dessins animés qui viennent de là-bas. Mais outre cette mocheté, j'aurais pu passer au-dessus de ça, sauf qu'il n'y a rien. Le scénario n'est pas seulement creux, il se casse la gueule encore plus fort que dans la première saison. Là, comme je vous l'ai dit, Hélice, le chaton, parle et vole maintenant dans le monde normal. Je ne vais pas dire réel, dans le monde normal. Il n'y a plus vraiment de séparation, de compte, c'est fort différent. Et Malmotte revient. Le grand méchant, The Big Boss qui avait été détruit, pensait-on définitivement en fin de saison 1, ben non, il est revenu. Ça dit, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le courage de regarder cette deuxième saison en entier, désolé pas désolé, mais la première saison a déjà été très éprouvante. Et pour la deuxième, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes pour voir un peu comment ça se passe, mais surtout le dernier épisode, ce qui m'a permis en passant de confirmer, pas juste de me fier à ce que je lisais sur internet, que c'est très moche. Mais au niveau de l'histoire de ce dernier épisode, c'est rocambolesque. Alors pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, mais je vous invite à passer cette partie. Mais pour les autres, je vais vous résumer un petit peu l'histoire de ce dernier épisode, parce qu'on part dans la stratosphère. Et même au-delà, vous allez comprendre. Donc, Alex, donc tout le monde va bien, hein, Clémentine a trouvé ses jambes, machin, tout va bien. Et Alex, je rappelle, c'est le père de Clémentine, s'apprête à participer à une course lors de laquelle il espère bien battre un de ses records personnels, parce que c'est un très bon aviateur. Sauf que une bande de marins bourrés
très mal dessiné, mais bon, ça tout est très mal dessiné, donc je vais pas lire à chaque fois, rentre dans le bar où Alex et sa petite famille étaient en train de discuter tranquillement. Et suite à une bagarre, Alex se fait casser le bras. Le médecin lui dit non, non, tu voles pas, tu as le bras cassé en deux, c'est juste pas possible, tu vas pas voler, abandonne, c'est mort. Et là, la petite Clémentine trouve logique de dire ah, mon père il peut pas voler. Ah ben je vais prendre l'avion, hein. Je vais voler à sa place. Et c'est ce qu'elle fait. Donc le lendemain, elle monte dans l'avion avec Alice évidemment. Ils décollent, tant bien que mal, et sont aspirés par un tourbillon envoyé par, alors là ça devient compliqué, je vous préviens, envoyé par Malmode depuis l'espace, en fait depuis son antre, qui a une entrée qui est située dans l'espace, et donc l'avion est aspiré vers l'espace. C'est un avion des années 20, je vous le rappelle, hein. Il n'y a pas de carlingue fermée ou tout ce que vous voulez, c'est vraiment un avion à l'ancienne, je ne sais plus si c'est un biplan, il ne me semble pas. Et donc Clémentine et le chat, au lieu de mourir tout de suite, ont le temps quand même de berdeler un peu dans l'espace, de discuter un petit peu dans l'espace. Et au bout de cette discussion, Emera arrive et leur met une espèce de bulle autour de la tête, façon scaphandre, et cette bulle leur permet de respirer. Après tout, pourquoi pas? C'est un dessin animé, c'est pas la première incohérence. Pendant qu'ils sont toujours dans l'espace, qu'ils ont essayé de déployer le parachute pour se guider, parce qu'évidemment dans l'espace il n'y a pas d'air, donc l'avion ne sait pas être dirigé. Mais on va se diriger avec le parachute qui va par magie, lui, fabriquer de l'air autour de lui. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas. Et donc, Emera va rentrer par l'ouverture dans l'antre de Malmoth, toujours avec sa bulle. Bulle qui va se faire détruire par Malmoth et Malmora. Ah oui, j'ai oublié de préciser, à l'avant-dernier épisode, apparaît Malmora, l'équivalent féminin de Malmoth, mais en beaucoup plus con. Alors quand je dis beaucoup plus con, c'est pas juste une image. Malmoth lui fait un détail, un peu avant que tout ça commence, de tout ce qu'il veut faire pour pourrir la Terre. On va faire le mal, on va être méchant, on va faire souffrir tout le monde. Et là, elle le regarde droit dans les yeux, enfin dans les orbites, vous voulez, et elle lui dit « J'ai rien compris à ce que tu viens de me dire, mais je suis d'accord avec toi. » Et du coup, ils fusionnent, littéralement, hein, pas façon Dragon Ball avec une danse, juste ces deux entités de flammes, ça fait une flamme plus grande, avec deux têtes, cherchez pas. Bref, cette entité à deux têtes se retrouve face à Emera, donc l'espèce de fée avec une coiffure dégueulasse, réussit à détruire sa bulle, ils sont plus forts, ils sont deux. Non sans avoir vu Emera qui pulvérise le quatrième mur en rappelant que c'est la 39e fois qu'elle explique à Malmoth qu'il ne peut pas la vaincre, faisant référence au nombre d'épisodes de la série. Très fin. La bulle est détruite, donc Emera s'envole sans bulle. J'ai toujours cru que c'était la bulle qui la faisait voler, mais non, elle peut voler sans bulle. Elle s'envole jusque dans l'espace, parce qu'elle peut respirer dans l'espace. Elle attire évidemment le duo Malmoth-Malmora. Elle va lui faire un gros câlin sur le front, et tout le monde disparaît. Enfin, l'entité et Emera. Quand j'ai un gros câlin, elle va vers son front. Il n'y a pas de coup qui a l'air donné, il n'y a pas d'action vive ou quoi que ce soit. Non, elle va juste vers son front, bras écartés. Et quand elle rejoint le front de Malmoth-Malmora, tout le monde disparaît dans un éclair blanc. Laissant Clémentine dans l'espace, toute seule, avec son joli avion. Elle va se poser sur une espèce de lune. Alors on a des planètes dans tous les sens. Je ne sais pas où on est dans l'espace. On n'est clairement plus dans notre système solaire. On est très loin, mais cherchez pas, c'est magique. Et donc, après s'être posée, la lune, parce que ça ressemble à une lune sur laquelle ils se sont posés, commence à avoir des tremblements et des sursauts. Ils arrivent à faire redécoller l'avion. Comment, je ne sais pas, puisque pas longtemps avant, ils expliquaient que l'avion ne pouvait pas être dirigé dans le vide de l'espace. Bref, le parachute est toujours évidemment accroché à cet avion et une bulle vient se prendre dans le parachute pour réattirer l'avion vers la Terre. Fondu enchaîné, on retrouve Alice et Clémentine sur Terre, mais ils sont sur l'eau, et j'ai bien dit sur l'eau et pas dans l'eau. Ils marchent sur l'eau, ils sont un peu transparents comme des fantômes, et personne ne les voit. On parle du fait qu'elle a pris l'avion, qu'elle va se faire punir quand elle va rentrer, parce que évidemment personne n'a vu l'avion disparaître dans l'espace. Logique. Mais elle fait tout ce qu'elle peut, rien n'y fait, sauf que c'est à ce moment-là
qu'apparaît le Deus Ex Machina nommé Emera, une toute petite bulle, sa dernière étincelle de conscience, qui va permettre à Clémentine de réintégrer le monde physique. Mais évidemment, trop facile de la faire juste réapparaître, soit devant tout le monde, puisque de toute façon on n'est pas à ça près, soit à 200 mètres derrière un rocher. Non, elle la fait réapparaître dans l'avion. Avion qui est en train de piquer en vrille vers la Terre, enfin vers la mer en l'occurrence, à très grande vitesse. Et elle réapparaît endormie. Heureusement, Alice se réveille, la mort pour la réveiller, et la fillette de 10 ans réussit sans aucune difficulté à retirer le manche pour redresser cet avion qui allait à une allure folle vers la mer et se poser comme une fleur. Et l'épisode se termine comme ça, avec un dernier dialogue entre Clémentine et sa famille, très court. On sent vraiment que là, il ne savait pas comment finir. Bon, elle est revenue, c'est bon les gars, on a fini, on remballe, moi je rentre chez moi, j'aimerais bien revoir ma femme. C'était le dernier épisode de Clémentine. Et malheureusement, cet épisode est loin d'être unique dans son what the fuck. Mais ça, je vous invite vraiment à jeter un œil par vous-même. Comment conclure un truc pareil? Quand on parle du passé, des séries du passé, on a souvent un regard bienveillant, que ce soit les génériques ou les séries en elles-mêmes. On va parfois critiquer, on entend beaucoup de monde critiquer les génériques d'Ariane, mais au final, on est toujours content de les réentendre parce que ça nous rappelle des très bons souvenirs. Cela étant, est-ce qu'on peut dire objectivement que Clémentine est un bon dessin animé, même pour l'époque? Non. Non, il n'y a rien de bon, il n'y a rien à sauver dans ce dessin animé. C'est moche. Le scénario est complètement incohérent et inconsistant. Il y a des trous scénaristiques énormes que même des enfants peuvent déceler. Et le ton est beaucoup trop sombre. Alors je sais bien qu'on était habitué avec des séries comme Princesse Sarah ou Rémi sans famille, mais quand même, il y a pas mal de morts et c'est glauque. Et on se souvient tous de la phrase que le joueur du grenier avait pris en exemple, où Malmotte dit « Je te torturerai avec amour et ça me donnera des idées ». Il le dit explicitement. Malgré ça, malgré tous ces côtés dégueulasses, je ne peux pas le dire autrement, une part de moi en visionnant cette première saison, même si j'ai souffert, a quand même eu plaisir à revoir cette saison. Parce que c'est des souvenirs d'enfance, parce que ça me rappelait ce qui se passait à ce moment-là dans ma petite vie, c'est-à-dire pas grand-chose. Je n'avais pas à me tracasser de faire à manger, de faire le ménage, de payer les factures, de travailler. Non, j'étais un enfant, j'avais juste à me tracasser de jouer et de dormir, et c'était très bien comme ça. Mon Dieu, que la vie était plus simple quand on était gosse. Est-ce que je la conseille? Parce que je vous dis, j'ai pris une part de plaisir. Est-ce que je la conseille? À ceux qui ne la connaissent pas honnêtement, par curiosité éventuellement, allez voir sur Dailymotion, vous retrouverez quelques épisodes. Regardez simplement les 5 premiers qui mettent les bases de l'histoire pour bien vous rendre compte à quel point c'est fou. Et pour ceux qui l'ont déjà vu et qui sont un peu nostalgiques et aussi un peu masochistes, faut le dire, oui, allez jeter un œil aussi. Vous pourriez retrouver des bons souvenirs, qui sait. Mais mis à part ça, non, je ne la recommande vraiment pas. C'est pas la série qui vous fera passer des bons moments. Donc voilà, mes sérivores, c'était le premier épisode. J'ai essayé d'englober un peu tout. Le résumé du dernier épisode, je ne vous le ferai pas à chaque fois, mais je trouvais ici important de le faire pour qu'on se replace dans le contexte complètement what the fuck qu'est cette série. J'ai besoin absolument de votre avis. Évidemment, pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas aimé, abonnement, tout ça, vous connaissez, mais surtout commentaire dans un premier temps, parce que je dois savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Je répondrai évidemment à tous les commentaires, et en plus des commentaires, je vous rappelle que tous les samedis sort une nouvelle vidéo où je présente un de mes coffrets, le samedi à 18h. C'est des vidéos planifiées qui sont faites à l'arrache. Contrairement à celle-ci, vous avez vu que je regardais parfois derrière le GSM, mais c'est des vidéos qui ne sont pas préparées, où je n'ai pas un texte que j'ai préparé. Donc c'est vraiment fait assez rapidement. Et du coup, j'ai pu préparer beaucoup de vidéos pour les planifier pour les semaines et même les mois à venir. Donc tous les samedis, pendant encore plusieurs mois, vous aurez un coffret présenté.
Je vais essayer, mais je ne promets pas de m'y tenir, de vous faire une vidéo série par mois. Ça va dépendre en partie de la taille de la série, mais aussi du temps que j'aurai. La chaîne est gratuite, je ne gagne aucun argent. J'ai 5 enfants, donc c'est vraiment quand j'ai le temps. Bref, cette chaîne est la chaîne du partage. On partage des souvenirs, on partage des anecdotes, on partage des séries. Et donc n'hésitez pas, vous aussi, à partager la chaîne elle-même et ses vidéos à vos amis, à vos connaissances, dans les groupes, pour que je puisse me faire un peu connaître. Sur ce, mes chers sérivores, je pense que j'ai assez parlé. Pour une première vidéo longue, on en est déjà à 25 minutes. C'est pas mal du tout, surtout que c'est 25 minutes d'une traite, sans montage. Je vous souhaite donc la bonne journée, soirée, nuit, selon le moment où vous regardez ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine, donc samedi, pour le prochain épisode de présentation de coffret. Et j'espère, je ne peux pas le promettre malheureusement, encore une fois, au mois prochain pour une nouvelle série. J'essaierai de varier et de vous faire une série filmée, histoire de ne pas faire que des dessins animés. À bientôt mes sérivores, sur votre chaîne favorite.